Salut, moi c'est Émilie et tu écoutes la série des 1000 premiers jours d'un parent produit par The Parents Show. Pour toi, 30 guests de folie sont venus répondre aux questions que tu te poses sur ta parentalité. Il y aura des professionnels et des parents pour te parler du sommeil de bébé, de l'organisation du quotidien des parents, mais aussi sur le postpartum, le suivi médical ou la charge mentale. Et enfin, pour un maximum d'énergie positive, Jenny de Sisters Astro nous dévoilera l'astro des mamas pour savoir quelle maman tu es selon ton signe astro. Moi, c'est Mama Sagittaire. Bref, ça va être le feu. Alors, are you ready pour un show de folie? XOXO, The Parents Show. Ce podcast a été réalisé notamment grâce au soutien du laboratoire Gallia, engagé dans la liberté de parole des parents. Et oui, devenir parent, c'est une expérience unique, stimulante, mais également bouleversante. Ce que l'on appelle les 1000 premiers jours est effectivement une période décisive pour le développement de bébé, mais c'est aussi la période où vous apprenez à devenir parent. Un rôle qui implique de grandes responsabilités et donc parfois des doutes et des remises en question. Notre partenaire, le laboratoire Gallia, est persuadé qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais choix, car chaque bébé est unique et que nourrir son bébé raconte avant tout une histoire, la vôtre. La mission de la marque, nourrir la confiance des parents. On arrive à l'avant-dernier épisode de cette série des 1000 premiers jours d'un parent. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la charge mentale. C'est donc dans la suite logique des choses que l'on poursuit sur le sujet du postpartum. Avant toute chose, le Larousse a défini le postpartum comme la période s'étendant de l'accouchement au retour de couche, donc lors de la réapparition des règles. Ok, enfin disons que ça dépend vraiment pour qui. Anna Roy, elle, nous dit que le postpartum dure 3 ans, tandis que Karine Laceva nous dit que ça dure toute la vie. Ok, je pense que tout le monde a compris le délire, c'est un vrai sujet. Peu importe que ton postpartum se passe bien ou moins bien, qu'il ait duré 6 mois ou 3 ans, il n'y a pas de règles dans ce postpartum. En gros, tu accouches et il se passe 1 milliard de trucs au niveau physiologique et psychique, au cas où tu ne l'as pas encore remarqué. Aujourd'hui, on en parle beaucoup du postpartum. On arrive petit à petit à libérer la parole, surtout la parole des femmes, pour leur permettre de nous dire ce qu'elles vivent et ressentent réellement. Le ressenti peut être en effet bien loin du « c'est que du bonheur » qu'on nous a vendu. Petit clin d'œil au livre de Daniela Martins, « Être mère, c'est que du bonheur » ou pas. On a aussi Eve qui a créé Postpartum, le documentaire, où tu pourras trouver 4 épisodes avec plein de témoignages sur cette période charnière. L'affiche de ce documentaire montre une femme allaitant son bébé, une larme à l'œil, un léger sourire, des vergetures et du sang qui déborde de sa culotte. Cette affiche a fait polémique et a failli ne jamais voir le jour. Pour cause de trop de réalisme peut-être ? Quoi qu'il en soit, Eve a réussi à placarder cette affiche partout pour permettre à toutes les femmes de pouvoir s'identifier. Récemment, dans le Huffington Post, Chloé Auger, psychologue, a publié un article qui s'intitule « Non, la maternité n'est pas que douleur, règles, cauchemars et dépression ». Elle nous dit « Les mots de bonheur et de joie ont presque l'air de gros mots quand on parle d'enfantement à l'heure où les projecteurs sont braqués sur les difficultés inhérentes à la maternité, plutôt que sur le processus physiologique bien naturel qui soutiennent la femme dans son devenir mère. 2 idées ici s'opposent. En réalité, d'après moi, il s'agit surtout d'être en paix avec soi-même. Si la maternité est vécue comme quelque chose de paisible et carrément de doux et merveilleux, alors profites-en un max, j'ai envie de dire. Et puis celle pour qui c'est plus difficile, plus douloureux, voire insupportable, je suis absolument ravie qu'aujourd'hui, on ait accès à des écrits, des images et des audios pour nous permettre de nous sentir moins seuls, puisque maintenant, on le sait, beaucoup de femmes ressentent la même chose. Quoi qu'il en soit, dans cette série, j'ai choisi de créer un espace où la parole n'est pas unique et où chacun a le droit de s'exprimer. Ici, chaque témoignage est différent et chaque histoire compte, évidemment. Dans cet épisode, tu trouveras des témoignages de femmes et hommes qui ont vécu cet après.
On parlera du couple, de la reprise du boulot, des émotions qui nous traversent, de se retrouver en tant que femme, en tant qu'homme, et de se laisser du temps. Et puis bien sûr, la Dream Team professionnelle, toujours là, nous apportera des éléments pour essayer d'accepter et de comprendre tout ce qu'on s'apprête à vivre ou tout ce que nous sommes en train de vivre. J'ai également consacré un épisode 8 bis que tu pourras écouter juste après afin de couvrir plus en détail le sujet de la dépression du postpartum. Une discussion entre Élise, présidente de Maman Blues et victime de dépression anté- et postnatale, et Chloé, infirmière consultante en périnatalité, qui a récemment écrit un mémoire sur la dépression du postpartum silencieuse, victime elle aussi de la dépression du postpartum. Allez, kiffe bien. Audrey Lieuteau, fondatrice de Mon Petit Bikini, cofondatrice de NHLT, influenceuse et maman d'un petit Pablo. J'étais toujours dans une démarche part-time, débordée. Donc, autant je voyais des filles en cours de préparation d'accouchement, elles regardaient des vidéos sur YouTube, elles étaient méga informées et tout. Mais parce que aussi en congé mat, moi, j'ai pas eu de congé mat. En fait, j'ai pas pu vraiment me poser. Ah bah J'étais alitée, mais je m'étais mis un lit au bureau pour pouvoir quand même travailler au bureau dans un lit, en fait, avec mon équipe. Et du coup, je me suis pas du tout informée. Et j'ai accouché, j'étais larguée. Je savais rien faire. Je savais pas... j'y connaissais rien en post-accouchement en fait, et pour mon corps et pour le temps que ça allait prendre. Donc du coup, je me suis pas organisée du tout à l'avance. Et ça, si je dois donner un conseil, c'est de le faire, de s'organiser vraiment en amont. Alors j'avais booké la crèche pour la rentrée de septembre, mais voilà, c'est tout. Ça a été quand même assez compliqué, oui. J'ai eu une transition difficile. J'ai pas fait vraiment de baby blues, mais on va dire que moi, la transition, elle a duré très très longtemps en fait. Genre pas 1 mois ou 3 mois. Ça a été tout un cheminement, tout un processus qui a duré plusieurs mois, voire années en fait. Et ce chemin, ce processus dont tu parles, c'est qu'est-ce qui a changé? Enfin, c'était quoi qui était difficile pour toi? Déjà le changement de vie en fait, et le fait de devoir réorganiser toute ma vie, tout mon emploi du temps, et de réussir à marier en fait ma vie de maman et ma vie d'entrepreneuse, parce que avant ma vie était dévouée à mon entreprise en fait, et là du coup qui était quand même un peu aussi mon bébé, même si vraiment maintenant j'ai changé d'avis à ce sujet, mais voilà, pour moi c'était mon bébé, mon entreprise, donc de délaisser mon entreprise pour mon autre bébé, voilà, c'était de trouver en fait le bon compromis. Et ça, malheureusement, quand on a une vie très active et qu'on n'est pas salarié, ça prend pas genre juste 1 mois. Ok, c'est bon. Maintenant, je suis organisée, j'arrive à faire les deux à la fois en fait. Ça a pris beaucoup de temps, et je pense que j'ai mis beaucoup de mois et d'années à m'organiser pour ma vie de maman. Je l'ai pas fait en amont. Par exemple, là, j'ai une copine influenceuse, Inès Duhart. Elle s'est organisée pour l'arrivée de son bébé. Elle a lâché des activités, elle a ménagé son emploi du temps à partir de la naissance. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment fait, en fait. Je me suis dit, j'accouche et après, on verra. Donc voilà, on va dire que moi, ça a pris plusieurs mois, voire années pour que je réussisse à faire ce changement. Et à bien intégrer ma vie de maman, qui maintenant est très bien organisée, bien installée et accomplie. Alors, je me souviens d'une fois où ma mère est arrivée chez moi et je pleurais. J'étais au bout parce que je ne m'étais pas lavée. J'avais même pas eu le temps d'aller aux toilettes le matin ou de boire un thé. Mais je me souviens pas d'une... Alors, après, comme je ne sais pas ce que c'est du coup, parce que je ne l'ai pas vécu, ou peut-être que je l'ai vécu, je sais pas, mais je me souviens pas d'une dépression profonde. C'était plus genre une fatigue, et des fois je craquais parce que j'avais envie de boire un thé le matin, quoi, et que je pouvais pas. Voilà, que j'étais fatiguée de la nuit, que j'avais juste envie de prendre une douche. Mais je me souviens pas d'un truc long, profond, vraiment un état dépressif. Non.
Alexandre Marcel, ou Papa Plume, auteur de Je ne m'attendais pas à ça et influenceur. Moi, j'étais super heureux d'être jeune papa. Je me suis révélé là-dedans aussi, tu vois. Moi, je pense que il y a tellement de facteurs. Il y a ta propre enfance, tu vois, comment est-ce qu'elle pèse sur toi. Moi, j'ai une enfance super heureuse. J'ai j'ai des bases d'attachement très, très solides. Donc ça m'aide aussi. Tu as ton contexte professionnel. Est-ce que, tu vois, tes boss sont bienveillants? Est-ce qu'ils te font chier pour que tu prennes ton congé paternité ou pas? Moi, j'ai eu aucun souci là-dessus. Est-ce que est-ce que tu étais prêt à devenir papa? Est-ce avant l'accouchement, tu t'es préparé psychologiquement à tout ça? Est-ce que ton bébé, comment il va? Tu vois, s'il dort pas du tout, que tu n'as pas de solution, tu peux péter un plomb, tu vois, la fatigue, ça explose. Mm. Donc, moi, non, j'ai pas du tout connu ça. J'ai toujours été hyper heureux d'être papa, tout en étant parfois vraiment, vraiment éclaté de fatigue, tu vois, mais pas au point du tout de faire une dépression, mais je peux entendre que des pères, voilà, surtout avec toutes les injonctions qui pèsent, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui font des dépressions postpartum parce qu'elles se sentent seules aussi, tu vois. Donc c'est là aussi le rôle du père est super important. Mm. Euh, mais oui, tu vois, si tu es dans un environnement très, très masculin, limite toxique, tu vois, on va te répéter que ton rôle, c'est pas de t'occuper des enfants ou des bébés quand ils sont tout petits, mais c'est de bosser, de ramener les sous à la maison et qu'on te le répète et que tu l'entends à longueur de journée et que ton histoire familiale, c'est ça, et que dans ta famille, tu l'entends et que dans tes amis, tu l'entends et qu'au boulot, tu l'entends. Et tu sais pas, en fait, tu vois, tu es perdu. Et si pareil, tu vois, moi, je vais animer des formations à l'école du bien-être avec Sonia, là, Mm. sur la paternité à destination des professions médicales, en toute humilité, parce que moi, je viens pas de ce milieu, mais bon, je vais essayer d'apporter ce que je peux, quoi. Tu vois, il faut aussi que les pédiatres, que les gynécos, que tout ça, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, et puis après, ils incluent les pères, en fait, dans les discussions. Il faut... de toute façon, ouais, c'est un gros travail à faire à la fois des personnes extérieures, à la fois du père sur lui-même, à la fois de... voilà, mais tout ça pour dire que oui, je peux comprendre qu'un père puisse se sentir mis à l'écart et puisse être perdu, puisse ne pas avoir de repères, puisse ne pas savoir quoi penser, quoi ressentir. Et, tu vois, quand depuis tout petit, on me dit ne pleure pas, t'es un garçon, pleure pas, et qu'en fait, tu as les larmes qui montent et que tu les empêches de venir au moment de l'accouchement ou après, ou que tu te fermes, ou que tu te bloques parce que tu as été habitué depuis que tu as 2 ans à te bloquer, bah, c'est pas simple, hein. Bah là, je vais prendre le cas présent, tu vois, on en a, Swan a 7 mois et Ambre a 3 ans, ben, là, il y a quasiment pas de vie sexuelle, hein. Enfin, clairement, en fait, on est trop crevé. On est crevé, Marine a pas remis de protection, enfin, tu vois, voilà, en fait, on n'y pense même pas, enfin, vraiment, on est crevé, en fait, on est fatigué, les deux aspirent tellement notre énergie que, en fait, c'est horrible à dire, mais c'est même pas un sujet, quoi. Enfin, on est trop fatigué, on pense à trop de choses. Enfin, tu vois, là, il vient d'entrer à la crèche, elle est à l'école, on se lève tôt le matin, le soir, c'est la course. Je dis pas qu'on se fait pas des petits câlins, tu vois, de temps en temps, mais vraiment, enfin, je pense notre corps est trop fatigué et il se concentre sur autre chose, quoi. Nous, c'est même pas par rapport aux injonctions, c'est vraiment par rapport au quotidien qui est rude, quoi. Tu vois, avec Marianne, on a tous les deux des postes à responsabilité, on a les deux petits qu'il faut emmener à droite à gauche, faire à manger. Moi, à côté, en plus, j'ai Papa Plume. Alors, bon, bah voilà, ça va revenir, hein, tu vois, c'est sûr. Mais là, tu vois, Swan, il dort encore dans notre chambre. Alors après, là, bientôt, il va avoir ça, il va être dans sa propre chambre. Donc, tu vois, on va retrouver aussi une intimité, mais il faut un lieu, tu vois. Là, on n'en a pas, on n'a même pas de lieu. Donc voilà, là, on va recevoir son matelas et son lit. Donc déjà, c'est pareil, tu vois, faut être prêt psychologiquement. Marianne, tu vois, elle aime bien l'avoir à côté de lui parce que d'une part, ça la Ouais. rassure. De deux, comme elle allait, ça ne la fait pas non plus se déplacer dans toute la maison. Donc, bon, ça va être un peu pareil. En fait, elle était restée en cododo plus ou moins jusqu'à ses 6 mois. Et après, elle était retournée dans sa chambre. Et puis, on a repris une vie sexuelle normale, tu vois. Donc non, je me fais pas de soucis. Mais comme on l'a déjà vécu, en fait, je sais qu'une fois qu'il sera dans sa chambre, qu'on sera un peu moins fatigué, qu'il va commencer à mieux dormir parce qu'il dort vraiment mal, ça va être pas non plus être en forme. Bon, je me fais pas du tout de soucis, hein. Globalement, ça se passe hyper bien. Après, il y a des semaines qui sont terribles. Enfin, tu vois, quand les deux sont malades, Swan, quand il a fait sa double otite, en plus, on a déménagé. Donc, si tu veux, je sais pas, en 3 4 mois, on a eu un bébé, on a changé de maison, on a traversé l'Île-de-France, on a eu un énorme dégât des eaux, j'ai perdu mon chat. C'est con, tu vois, mais moi, mon chat qui est mort, c'était mon chat, j'avais depuis 10 ans, c'était horrible. Enfin, on a eu une accumulation d'événements
plus le fait qu'il ne dormait pas, plus le Covid qui était horrible avec les tests, les trucs. À un moment, c'était vraiment très dur. Mais bon, voilà, je sais pas, la vie continue, on s'en sort. Et là, on commence un peu à trouver notre rythme. Mais il y a des moments où on était vraiment explosés. Hein. Tu vois, j'ai fait des nuits. Des nuits à me balader avec Swan en poussette toute la nuit. Ouais, je m'en souviens. Je Toute vois la les nuit. stories. Ça va devenir fou. Mais bon, en fait, quand on a déjà eu un, tu sais que ça va pas durer éternellement. Tu as quelques mois, en fait, hyper dur à passer comme ça. Et en même temps, j'ai pas non plus envie qu'il passe trop vite parce que ça reviendra pas. Tu vois, un bébé, il reste pas bébé toute sa vie. Donc, il faut quand même en profiter aussi, même si c'est dur. C'est tellement mignon. Hier, je l'ai après son bain, tu vois, je l'ai posé sur table allongée. Et puis, il me regardait avec ses grands yeux bleus, il babillait. Et tu vois, il sentait trop bon. Et je lui faisais des bisous partout. Et je me disais, putain, dans 20 ans, ce sera plus ça, quoi. Ah bah, c'est Ces clair. moments-là. Et tu vois, et non, mais ces moments-là, ce sera plus. Voilà, ils sont éphémères, donc il faut quand même en profiter, quoi. Il y a beaucoup, et c'est marrant, parce que pour discuter avec certaines personnes un peu plus âgées, ils ont des hommes qui ne sont pas beaucoup investis dans la petite enfance de leurs enfants. Ils ont quand même un petit truc, tu vois, de se dire, putain, j'ai peut-être loupé quelque chose, quoi. Moi, je veux surtout rien louper, donc voilà. Ah Je ouais. vis ce regret là, par rapport à ça. Guylaine, naturopathe et maman de 2 big boys. Moi, pour mon premier enfant, je suis restée jusqu'à mon deuxième enfant, jusqu'à ce qu'il ait presque 1 an. Non, je suis restée dans cette mentalité de genre superwoman. Je dois tout faire, etc. Je peux tout faire parfaitement. Ah non, non, je suis restée dans cette mentalité longtemps, hein, très longtemps. Et il m'a fallu un deuxième enfant, parce que même pendant ma deuxième grossesse, j'étais pareil. Un deuxième enfant, peut-être qu'il avait 9 mois quand j'ai vraiment après pété un câble et changé. D'accord. Et pensé à moi. Mais pendant toutes ces années, en fait, c'était vraiment juste eux. Je me concentrais sur eux, bien faire les choses en fait pour ma famille, et c'est tout ce qui importait. Moi, je me suis un peu oubliée. Mais après, moi, j'ai pété un câble. Hein. Après, j'ai dit non, on répartit les tâches. Moi, je ne peux pas tout faire. C'est juste pas possible. J'ai plus de vie. Je suis plus moi. Et en fait, moi, je me manque. Et donc, j'ai besoin de me retrouver. Donc, en fait, comme il faut que je me retrouve, il faut que j'ai des activités. Et si je veux des activités, il faut que tu prennes des choses, il faut que tu fasses des choses. Et donc, une fois qu'il a été mis devant ce fait accompli, bah, il a fait des choses. Mais tant que, je pense, quand ils ne réalisent pas, tant qu'on ne les pousse pas à réaliser. Après, je pense qu'il y a certaines personnes qui réalisent d'instinct. J'ai des amis, eux, ils ont été papas, ils ont réalisé instinctivement, ils ont été investis à 1000% instinctivement. Et puis, il y a d'autres personnes, il faut les pousser un peu. Mais si on les pousse un peu, la plupart des hommes, je pense, le réalisent. Après, c'est aussi nous, en tant que femmes, je pense que le problème vient enfin, il n'y a pas de problème, mais ça vient, si en tout cas il y a un problème, si on ressent quelque chose, si on le ressent comme négatif en tant que femme, c'est à nous en fait de se positionner en tant que personne et de dire ok, ben là, moi je ne suis pas qu'une maman, je ne peux pas passer mon temps à travailler, ensuite gérer les enfants, gérer la maison, enfin tout gérer. À un moment, moi aussi, j'ai besoin de temps pour moi. Et donc, pour avoir ce temps pour moi, il va falloir que toi, tu prennes la relève sur ça, et s'organiser. En fait, après, chacun a des choses qu'il sait mieux faire que d'autres et après s'organiser pour que tout le monde en fait participe. Et je pense qu'en faisant ça, enfin la plupart des pères en 2022, ils prendront part hein, et ils comprendront, et en prenant part, ils comprendront aussi la charge qu'est en fait d'avoir des enfants. Quand j'étais enceinte, la première fois, c'était un peu compliqué parce que c'était la première fois, donc le premier changement. Donc, c'est là où j'ai eu cette difficulté entre mère et femme. Mais pour la deuxième grossesse, pas du tout. Même après la deuxième grossesse, quand j'avais même mes seins montés de lait, enfin, c'était pas gênant. Et aujourd'hui, pour moi, je suis mère quand je suis avec mes enfants, je suis une mère, etc. C'est normal, hein, je suis leur mère. Mais une fois qu'on est tous les deux, je suis plus une mère quand on est tous les deux. Donc, en fait, je suis une femme, je suis une femme, en fait. Donc, pour moi, ce sont deux espaces séparés. Quand je suis avec mes enfants, je suis leur mère, mais pas seulement, je suis aussi une femme. Et quand je suis avec mon compagnon et que mes enfants sont plus là, je ne suis plus qu'une femme. Quand on est parent, souvent, on a tendance à s'oublier. Enfin, il y a à penser qu'on n'est plus qu'une mère. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait pendant presque, disons, 2 ans, 2 ans et demi, où j'étais plus qu'une mère, donc entre mes deux grossesses. Donc, j'étais vraiment plus qu'une mère, je ne savais plus m'habiller. Enfin, je ne savais plus, en fait, pour moi, j'étais juste une mère.
Et le fait de m'être retrouvée en tant que femme, mais en tant que personne, en fait, en tant que moi, mais c'est super important parce que ça apporte un équilibre. On ne peut pas être juste une mère. Après, peut-être qu'il y a des personnes, enfin, toute leur vie, elles ont toujours voulu être mère et peut-être qu'être mère les définit, mais moi, ça ne m'a jamais définie. Enfin, je trouve que je suis une personne à part entière avec des aspirations, des envies. Je suis aussi une conjointe, enfin, une compagne, enfin, une femme, en fait, qui aime être féminine, plaire à son compagnon, etc. Et je suis pas seulement une mère. Et je pense il y a peut-être des personnes différentes, hein. Je n'émets pas de jugement, mais je pense que sincèrement que la plupart des femmes sont comme ça et que c'est pas parce qu'on est mère qu'on doit forcément totalement en fait oublier qui on est, parce que je pense que si on le fait, même pour nos enfants, c'est pas un bon exemple qu'on leur montre en fait. C'est important pour nos enfants de savoir qu'on n'est pas juste leur mère, mais qu'on est aussi des personnes à part entière. C'est notre rôle aussi de lâcher prise parce qu'après, chacun fera les choses différemment et c'est aussi d'arrêter de se positionner peut-être en tant que femme parfaite qui sait tout faire, qui fait tout à la perfection et de se dire que aussi, il faut lâcher prise. Par exemple, moi, je fais super attention à l'alimentation de mes enfants. Mon compagnon le fait, il fait très attention, mais il fait un peu moins attention. Donc, par exemple, parfois, il va leur faire boire du jus. Il leur fait boire du jus pendant le repas. Donc, moi, je suis contre, pas du jus de pomme, hein, mais bon, moi, s'ils pouvaient boire que de l'eau, ça m'irait très bien. Et donc, mais je lâche prise. C'est pas grave. Il leur fait parfois des beignets qui fumaient revenir dans le lit. C'est pas grave, en fait, ça leur fait plaisir. Et puis aussi, ça apporte un équilibre aussi. Et je pense que c'est ça, c'est de lâcher prise et de leur faire confiance, parce que dans tous les cas, ce sont leurs enfants, hein. Ils vont pas les tuer. Donc, faut lâcher prise à un moment. Ils vont s'en occuper différemment, mais ils s'en occuperont. Et puis, pour les enfants, c'est aussi une bonne chose. C'est aussi peut-être un peu plus de liberté, un peu plus de découverte d'eux-mêmes, en fait, parce que les papas, ils ont tendance à prendre un peu plus de risques, à les laisser un peu faire des choses que nous, on aurait peur, tu vois, qui nous font un peu peur. Et c'est bien aussi pour le développement de l'enfant. Et c'est pour ça que je trouve que dans le couple, il y a un véritable équilibre. Il ne faut pas croire, hein, parce que voilà, quand on est trop, enfin, les mamans, on est souvent assez maternelles, etc. Et cet équilibre, en fait, l'enfant le retrouve, en fait, avec un père qui est un peu plus permissif. Et moi, je trouve que la parentalité, il faut vraiment la voir, on est une équipe. Et que chacun, en fait, va apporter des choses à l'enfant. On est différents et tant mieux. Et chacun peut apporter des choses à l'enfant qui lui permettra, lui, plus tard, de trouver son équilibre et d'être une personne bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Donc, mais à nous, en tant que maman, de lâcher prise aussi. Juliette ou Coucou les Girls, actrice, chanteuse, influenceuse et maman d'un petit baby. J'ai encore un peu du mal à savoir réellement comment je me suis sentie. Parce que tu sais, je ne sais pas si tu es comme ça ou si les gens sont comme ça, mais il y a comment je vis les choses sur le moment. Et après, quand tu y repenses quelques mois après, tu te dis, mais en fait, ce n'était pas du tout comme ça, tu sais. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que sur le moment, moi, je n'ai pas de tabou, donc je parle de tout. Quand on m'a posé mon enfant sur moi, au moment où j'ai accouché, je n'ai pas eu cet élan d'amour comme je n'ai pas eu cet élan de rejet. Ça a été juste, OK, t'es là, t'as une tête un peu chelou parce que t'as eu les forceps. J'étais dans un truc de waouh, putain, ça y est, je vais être responsable de quelqu'un d'autre que moi. Enfin, voilà. Et ensuite, si tu veux, la Juliette d'avant, c'est une meuf qui. En fait, je suis pareille qu'avant, sauf que ça c'est que mes qualités, et je dirais plutôt, c'est pas mes défauts, mais en tout cas mes failles, se sont développées plus. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'angoissé de base. Maintenant, je suis plus trop angoissée pour moi, mais je suis angoissée pour mon enfant en permanence, alors que tout va bien. Mais je suis vraiment, j'ai peur, je veux que tout soit parfait pour lui, alors qu'il n'y a rien de parfait. Enfin, il n'y a pas de parents parfaits ou d'enfants parfaits, mais et surtout, si tu veux, j'ai vécu tellement un accouchement compliqué, un retour à la maison compliqué, un allaitement compliqué, que tout ça a fait beaucoup de choses dures et lourdes. Je me souviens que surtout quand je suis rentrée chez moi, je ne sais pas si tu as déjà fumé des joints, mais j'avais l'impression que je planais en permanence pendant un mois. En arrivant chez toi? Ouais, mais c'était pas un planage cool, c'était juste, j'avais l'impression d'être en dehors de moi, que j'avais pas le pouvoir, mais de me regarder, de me voir, et de pas être en moi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est vertigineux, c'est un tsunami, tu vois. Moi, je trouve ça, je suis assez admirative devant ces femmes et devant ces hommes, mais devant ces femmes qui accueillent leur premier enfant, ou pas leur premier, mais avec autant de douceur et de tendresse et
tout va bien. Pour moi, ça a été impossible. C'est tellement fou. En tout cas, moi, j'ai mis au monde un enfant. Enfin voilà, ça a été très compliqué. Les premières semaines, j'ai été dans un truc où j'étais tellement épuisée de fatigue, j'ai été épuisée émotionnellement, que quand il se mettait à pleurer, je me sentais incapable de gérer. Tu vois, et je disais à mon mec, écoute, tu vas le prendre, parce que sinon là, je vais lui foutre une tarte. Ça m'est jamais arrivé, mais j'avais ces pensées. Tu vois, je n'arrive pas à gérer, c'est quoi cette personne qui pleure? Enfin, tu vois, j'étais dans un truc très violent parce que j'ai vécu des choses violentes. Mais par contre, après, ça s'est adouci. L'amour est arrivé très vite. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que en fait, je fais la distinction entre l'arrivée d'un enfant et l'arrivée de toi en tant que mère. Pour moi, c'est vraiment deux choses très différentes. Pourtant, ça se rejoint, hein, mais je n'ai pas de difficulté à avoir un enfant, et même encore maintenant, hein, mais j'ai de la difficulté à être mère. Dans le sens où je fais ce qu'il faut avec mon enfant. Je pense que on fait largement pas ce qu'il faut, mais que on lui donne beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, tout ça. Mais dans cette posture de mère, je suis plus uniquement une femme qui fait sa life et qui va baiser à droite à gauche et qui se lève à pas d'heure. J'ai des responsabilités, je dois m'occuper de mon enfant. Cette posture de mère, je sais pas comment te l'expliquer, mais il y a un truc où je me sens complètement enfermée là-dedans. Enfermée. Ouais. Est-ce que tu culpabilises d'avoir ces pensées? Moi maintenant, parce qu'on se fait à tout, hein, malheureusement. En fait, si tu veux, c'est que, tu vois, j'en parlais avec mon mec hier, c'est marrant. Je lui disais que, en fait, voilà, pour te résumer un peu mon état, c'est exactement ce que je lui disais. Je lui disais, en fait, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas malheureuse, mais je suis mal heureuse. Je ne suis pas genre, tu vois ce que je veux dire? C'est que je suis pas genre, voilà. Parce que, en fait, je lui disais, vous m'apportez un bonheur et un amour immense, sauf que j'en chie avec mon corps, vraiment. J'en ai chié pendant l'accouchement, j'en ai chié pendant la grossesse, j'en ai chié pendant le postpartum, j'y suis encore. Et en fait, tout ça, j'en chie dans mon rapport à mon travail où j'ai beaucoup moins de créativité, beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'envie, parce que je me sens plus animée. Tout ça fait que, en fait, je suis mal heureuse. Tu vois, je n'arrive pas à être dans un truc de plénitude. Quand je te dis que je me sens enfermée, pardon, c'est un peu flou tout ce que je te dis, mais quand je me sens enfermée, c'est que on a la chance, oui, quelque part, de travailler de chez nous. Mais je suis un peu dans une prison dorée, dans le sens où je suis un peu une mère au foyer, tu vois, qui fait les lessives, qui s'occupe de son fils, qui lui donne à manger, qui range, qui plie le linge, qui adore ça. J'adore ça. Et en même temps, je déteste ça. J'ai du mal à me mettre à travailler, j'ai du mal à trouver de l'énergie, à trouver de l'envie, parce que la parentalité est au cœur de ma vie, en fait, tu vois. Je me sens animée comme étouffée, tu vois, c'est très paradoxal, quoi. Et ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que maintenant, à 9 mois, bientôt 10, l'amour que j'ai pour mon enfant, c'est indescriptible, en fait. Je crois qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas parent. Vraiment, je pense qu'on peut vraiment pas on peut pas comprendre. C'est fou l'amour qu'on lui porte et l'amour qu'il nous donne et l'échange qu'on a. Et qui est venu du coup a priori progressivement, puisque tu disais qu'au début c'était pas le premier, c'était pas la première émotion qui est venue. Ouais, bah, avec mon mec, en fait c'était pas qu'on l'aimait pas, parce qu'on l'aimait. Hein, oui. Mais en fait, les 2-3 premières semaines, on se disait, ok, bon, donc là, il y a ses parents qui vont venir le chercher, en fait. Tu vois, on était dans un truc où on ne comprenait pas ce qu'on vivait. Et il y a eu un moment, je crois, vers un mois et demi. Ouais, mais t'es sonné, en fait, t'es sonné, quoi. Enfin, c'est pour ça que je te dis de fumer des joints. Ouais, d'accord. J'étais dans un truc, tu sais, j'ai fait des vidéos sur toute ma grossesse et j'ai fait une vidéo sur le postpartum et l'accouchement. Et en fait, quand tu regardes le début de cette vidéo, tu as l'impression que j'ai fumé des joints. Je suis tellement genre, waouh, putain, c'est fou. Voilà. Et après, vraiment, je pourrais parler du postpartum pendant des heures parce que on n'est pas du tout accompagné, hein, vraiment pas, et on se sent très seul et tout ça. Moi, 2 mois et demi après, j'ai fait une dépression. Je ne l'ai pas vraiment dit, mais j'ai été à 2 doigts de me suicider, en fait. J'ai failli prendre des médicaments et ça a été très dur pour moi de vivre ça. Vraiment. À 2 mois aux 2 mois de ton fils? Ouais. De ton enfant, pardon, je sais pas, en fait. Ouais, mais oui, à 2 mois et demi, un truc comme ça, entre 2 et 3 mois, quoi, tu vois, j'ai vrillé, quoi. J'ai vrillé parce que
parce que, pour plein de raisons. J'ai vrillé parce que j'avais du mal à me retrouver en tant que femme. J'avais du mal à avoir du désir, à me revoir féminine, à me voir tout court féminine. J'avais du mal à me dire en fait que là, ma vie, elle était entre parenthèses, parce que c'est comme ça que je voyais les choses, et je pense que j'ai mal vu les choses. Je les ai mal abordées. Qu'en plus de ça, on a eu un accompagnement au sommeil pour notre fils. Oui, je dis notre fils, et je dis beaucoup notre enfant, mais bon, c'est un garçon. Et qu'en fait, à ce moment-là, on est parti en vacances. Enfin, j'ai été dans un moment où je me suis sentie surmenée, où je n'arrivais plus, en fait. C'est-à-dire que je l'aimais, j'adorais être avec lui, mais je me sentais plus exister. Et je me souviens, à un moment, j'étais sur la route avec mon mec, on était juste tous les deux. On était partis faire des courses et nos potes gardaient notre enfant. Et j'ai ni pleuré ni crié, mais j'étais dans un état où, tu sais, j'étais en train de manger ma morve. Et il avait peur que j'ouvre la porte, tu vois, de la portière, quoi, et que je saute. On était sur l'autoroute. Il avait peur de ça. Genre, j'y pensais, mais je ne l'aurais pas fait. Mais je me sentais genre, tu sais, étouffée dans un truc de j'arrive pas, tu vois. Tu perds pied, quoi. Mais j'ai perdu pied, mais tellement, parce que ça a été tellement vertigineux. Et je vais te dire maintenant, alors je suis plus du tout là-dedans et ça va beaucoup mieux. Mais j'ai vachement de mal à, comment je pourrais dire ça, pas à dissocier, mais à trouver un équilibre entre la meuf de mon mec, entre moi en tant que chef d'entreprise, en tant qu'actrice, en tant que meuf qui existe par elle-même, en tant que maman. J'ai vachement de mal à être dans toutes ces casquettes-là. Pour l'instant, je me sens que mère, tu vois. Je vois bien qu'il y a un truc qui est intrinsèque à moi, mais parce que ma mère a été comme ça, sa mère a dû être comme ça, la société est comme ça. Une maman, une mère, elle doit tout faire. Elle doit tout faire. Elle doit être de bonne humeur, elle doit être joyeuse, elle doit bien s'occuper de son enfant, elle ne doit pas pleurer, elle ne doit pas se mettre en colère, elle doit se maquiller un peu, elle doit faire que du fait maison, elle doit avoir un travail qui l'excite, elle doit avoir une vie sexuelle hyper épanouissante. Et puis si tu te plains, mais t'es qui en fait, tu vois? Il y a un peu un truc comme ça. Et que moi, je l'ai vachement ressenti et je le ressens encore maintenant. Et là où tu as mis le doigt dessus, c'est que moi, j'ai un métier d'image, que en fait, j'ai pas choisi d'avoir un métier d'image de base. Je ne fais pas... Moi, je suis dans un milieu artistique depuis des années. Enfin, j'étais chanteuse avant et tout, machin. J'ai jamais voulu faire ces métiers-là pour être connue, mais pour m'amuser, pour me découvrir et tout, machin. Il s'avère que maintenant, ça marche plutôt bien, c'est cool. Sauf que, en fait, il y a une réalité qui est que si je ne crée pas, on m'oublie. Si je ne crée pas, les gens se lassent et s'en vont. Si je ne crée pas, je n'ai plus de clients. Je n'ai plus de marque avec qui je travaille. Donc, j'ai été vachement dans un truc, tu sais, il y a le congé mater, mais que moi, je n'ai pas pris. Que j'ai pris, que je n'ai pas pris, j'en sais rien vraiment, tu vois. Mais j'ai été absente pendant un moment. Je suis beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux qu'avant parce que j'ai envie d'être avec mon enfant, en fait, tu vois. Mais en fait, je culpabilise vachement de ça parce qu'il faut que je travaille. Et que si je ne travaille pas, voilà, tu vois. Donc, tout ça, c'est un cercle assez vicieux. Et pourtant, tu vois, j'ai des potes qui m'ont dit, mais tu gagnes de l'argent? Je dis, bah ouais. Puis ils me disent, bah alors, en fait, occupe-toi de ton enfant, tu fais tes partenariats, tu fais tes OP que tu dois faire, et puis basta. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et puis moi, je suis pas comme ça de base, tu vois. Donc, tu te fous une pression énorme, quoi. De base, je me fous une pression énorme, mais encore plus depuis que je suis maman. Il y a un truc où je dois assumer tous les rôles, où je dois endosser tous les rôles, et s'il y a un rôle que j'endosse moins bien qu'un autre, bah, je suis un peu une merde, quoi. C'est comme ça que je me vois, donc c'est terrible. C'est terrible. Et est-ce que ça, tu l'avais avant d'être mère? Est-ce que tu arrivais, par exemple, regarde, non mais parce que finalement, t'es devenue maman, mais avant, tu avais ton couple à gérer, tu vois, tu avais ton business à gérer, tu avais tes trucs de créa, enfin, tu vois, tu avais tes amis, tes amis à gérer, enfin, je veux dire, ta famille, on peut aller très loin, en fait, dans tous ces trucs-là. Ouais. Est-ce que là, tu t'es sentie perdre pied ou c'est vraiment l'arrivée de l'enfant qui a fait que? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, ça a tout accentué plus. C'est-à-dire que ça a accentué, alors j'allais dire, les bons côtés, qui est que, vu que je suis une contrôle freak, que j'ai voulu vachement contrôler plein de choses, je contrôle encore plein de choses, j'apprends à lâcher prise sur certains trucs. Avec mon fils, de mois à mois, moi aussi, j'apprends à lâcher certains trucs. J'apprends à être plus patiente, j'apprends à me laisser surprendre un peu. Et en même temps, mes angoisses se sont développées plus, mes inquiétudes, mon hypervigilance surtout, l'envie et le besoin que ce soit parfait pour lui, tu vois. Donc, tu vois, c'est encore une fois très paradoxal.
Anna Romao, fondatrice de The Life Influence et maman d'un petit Raphaël. En fait, les postpartum, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pleuré tous les jours. En fait, et je ne comprenais pas parce que c'est pas possible. J'ai eu le plus beau cadeau de ma vie. En même temps, je ne suis pas 100%. En fait, c'est pas que je suis tellement heureuse. En même temps, je suis tellement épuisée. Du coup, et en fait, c'est l'effet de ne pas pouvoir, en plus, comme en tant que chef d'entreprise, de ne pas pouvoir réussir à tout gérer. Et j'avais mon entreprise que je devais gérer, qui en même temps, j'avais plus aucune envie. J'avais juste envie de rester avec Raphaël. Donc, j'étais très frustrée. Donc, du coup, et des faits, de devoir s'occuper d'un petit 24 heures sur 24, c'était vraiment épuisant. Et je me rappelle je pense que les premiers mois, j'ai pleuré tous les jours parce que j'avais du mal à tout gérer et à trouver mon temps. J'ai dit, mon God, qu'est-ce que je fais? Après, tout est une question de temps, organisation et patience. Et c'est ça la beauté aussi de la maternité. On arrive à s'adapter et on arrive à trouver, on arrive à s'en sortir. Et c'est ça qui est bon. On est enceinte, tous les mois, on va au gynéco, on est suivi par des sages-femmes, on a si on a ça. Une fois que tu accouches, pouf, basta, il n'y a plus rien. Bon, tu avais une fois un rendez-vous avec une sage-femme, mais après, basta, plus rien. Donc, c'est difficile, en fait. C'est des choses, et personne parle. On m'a dit ça après. J'ai dit, mais what? Pourquoi personne m'a dit ça, tu vois? Après, c'est vrai que tu oublies, tu vois. Moi, toute cette partie-là, j'ai déjà oublié. C'est pour ça que je serais même prête à refaire. Mais ouais, sur le bon moment, j'étais là. Mais what? Comment? On a créé une société lors du confinement. Et lors de la naissance de Raphaël, il y a Olivier qui démissionne pour être 100% avec moi. Donc, lui, il sentait une double pression. D'à la fois, lui qui a toujours été dans la finance, qui a toujours des jobs stables avec des bons salaires, tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il devait un peu gérer un petit, qu'il était pour la première fois à son compte, qu'il devait gérer une boîte, qu'il y a un an, c'était déjà un cours, mais il y avait tellement de choses encore à faire. Et pour lui, il a senti beaucoup de pression. Et il me voyait triste et il voyait que j'avais, à ce moment-là, juste envie de me fermer dans ma boule. Et du coup, il est lui qui voulait que ça marche. Et en même temps, il voulait être là en tant que papa. Et du coup, pour lui, c'était très compliqué. Il était très soutenant, mais il faut savoir que c'était aussi quand même une période assez compliquée. J'ai accouché en avril. Moi, j'étais en train de travailler jusqu'à la veille du confinement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui... ça m'a vite pris un coup parce que il y a Olivier qui voulait que je reprenne vite. Et moi, honnêtement, je ne me sentais pas. Genre, les premiers mois, c'était très difficile d'être dedans. Il fallait quand même. Donc, j'ai fait un peu. Après, l'avantage, c'est qu'après, il a eu les mois de mai, juin. Et après, juillet, août, l'activité était beaucoup plus calme. Donc, ça m'a permis vraiment de concentrer plus sur Raphaël. Et c'est en septembre vraiment que ça avait vraiment démarré à toute force. Donc, je trouve que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de retrouver les anciennes habitudes. Ouais. Dino, cofondateur de WeMoms et New Dad de jumeaux. J'ai senti un séisme postpartum. J'ai senti une phase dans laquelle, c'est pas que je me reconnaissais plus, mais tes codes, ce qui fait les fondations de ta personnalité, de tes réactions, de ce qui fait ton quotidien, de la manière dont tu gères tes émotions est bouleversé. Donc, ça a été une période dans laquelle je trouve que tu as beaucoup de hauts et de bas. Il y a des moments où tu as cette espèce d'élan d'amour et où tu dis, mais c'est merveilleux, tu es dans cette espèce de monde de bisounours, c'est petit, c'est merveilleux. Puis des moments où tu dis, mais comment je vais faire, comment je vais tout gérer? Et là, j'ai juste envie de retrouver pendant quelques heures, pendant quelques jours, ma vie d'avant et cette capacité à avoir cette espèce de légèreté, de liberté que j'avais et que j'aurais plus jamais. Donc, tu as un côté où tu as des hauts, tu as des bas.
pas. Mais ce qui domine quand même cette espèce de magie, je trouve, que c'est d'être un jeune père, d'avoir ses enfants. J'ai la chance qu'ils soient mignons comme tout, ils sont en bonne santé. Et comme je te disais, j'ai une femme qui est merveilleuse et on a réussi à faire en sorte que ce soit avant tout magique. On est aussi bien entouré par nos familles. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc non, j'en retire avant tout beaucoup de bonheur, mais c'est une phase bouleversante. Daniela Martins, auteure, influenceuse et maman de 3 enfants. Tu vois ce que je disais à Julien, je fais tellement de choses avec tellement peu de sommeil. J'aurais été incapable. Avant, j'avais qu'un taf à mi-temps et j'étais claquée et j'étais incapable de faire plus de choses. Et là, je fais tellement de choses que pour le coup, je me rends compte de tout ce que je fais. Et même psychologiquement, tu vois, par exemple, j'ai décidé de consulter une psy. Avant, non, j'avais pas cette force. Et mine de rien, c'est pas une faiblesse d'aller voir un psy, c'est une force. C'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est de décider d'aller mieux. Et il y a plein de gens qui n'ont pas cette force. Et vraiment, même moi-même, avant, j'avais pas cette force d'aller voir une psy, de me dire, j'en ai besoin. Et tu vois, et ça, c'est la maternité qui fait que, et pareil, l'envie de faire des choses dans l'avenir, pour l'avenir, c'est aussi les enfants, je trouve, qui font ça. Tu vois, l'envie de faire des choses pour eux et peut-être que plus tard, ils puissent être fiers de ce que j'ai fait. Je l'espère en tout cas, tu vois. C'est vraiment une force, la maternité, malgré tous les points négatifs. Moi, ça m'a rendue plus forte, clairement. Après, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, hein. C'est horrible ce que j'ai de dire, mais c'était peut-être pas le cas de ma mère, tu vois. Ma mère avait des enfants, mais c'est comme si elle n'en avait pas. Je pense que sa force, c'était elle-même. C'était quelqu'un d'égoïste et centré sur elle-même, tu vois. Après, je pense qu'il y a des gens qui vont puiser leur force autre part. Moi, je puise les forces dans mes enfants. Ils me donnent énormément de force. Mais encore une fois, hein, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Alors moi, bizarrement, ça nous a rendus plus forts. Ça nous a rendus unis. On est une vraie équipe. On est vraiment une équipe. On s'embrouille, hein, comme tout le monde. On s'embrouille. Et la fatigue fait que tu t'embrouilles plus. Ça, c'est important de le souligner. Parce que parfois, tu es tellement claqué que le moindre truc va t'énerver, vraiment. Mais ça, c'est la fatigue qui fait ça. Donc, tu vas péter un câble pour un truc où, en fait, à la base, tu ne pèterais peut-être pas. Mais là, vu que tu es tellement à bout, tu es tellement à cran que tu vas t'embrouiller. Et ça, si tu le sais, bah, tu le vis mieux. Tu sais que c'est passager. Il ne faut juste pas que ça dure trop longtemps. Et puis, il faut savoir pourquoi tu t'embrouilles. Et puis après, voilà, quand les choses, voilà, quand Martin va grandir un petit peu, quand il prendra un rythme, profiter pour passer un petit peu plus de temps ensemble, tu vois. Mais ça, on le sait. Et je pense que le tout, c'est de savoir. Mais non, on est plus fort on est plus fort que jamais. Non, on est plus fort, on est plus soudés. On est une équipe. Je te jure, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Quand il voit que je suis à bout, il prend le relais. Quand je vois qu'il est à bout, je prends le relais. On fonctionne comme ça, quoi, tu vois. Je le soutiens, j'essaye de... Pareil, parfois, je ne suis pas d'accord dans ce qu'il dit. Enfin, tu vois, parfois, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit aux enfants. Mais j'essaye de ne pas le contredire sur le coup, tu vois. Devant les enfants. Exactement. Je lui dis en off. Pareil, quand je vois qu'il est à bout et que vraiment, il commence à gueuler ou quoi, je prends le relais. Je dis, t'inquiète, tu vois. Donc, non, on est plus fort. Je n'imaginais rien comme père parce que c'est vrai, je n'imaginais pas parce que je n'avais pas de modèle, tu vois, je n'avais pas d'exemple. Moi, encore une fois, mon père, il était très absent. C'était quelqu'un avec qui je n'avais pas vraiment de rapport, tu vois, à part, moi, j'avais très peur de mon père. Et du coup, moi, je ne sais pas comment un père réagit. Parce que mon père, voilà, il ne nous a jamais changé une couche. Hein. C'est pas, vraiment jamais. Jamais, c'est un truc de fou. Donc, je ne sais pas comment un père pouvait réagir. Et du coup, j'ai laissé faire. Je ne m'attendais à rien. Donc, il est un super papa. C'est tout ce que je sais. C'est un super papa. Les enfants l'aiment beaucoup, ils n'ont pas peur de lui. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. C'est un vrai fil conducteur, la peur, chez toi. Ouais. Ouais, c'est important. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé de lever la main et de voir la peur dans le regard de ma fille. Et ça m'a... tu vois, ça a été le frein. De voir tu vois, Ouais. Ah non, ça m'a renvoyé à ce que je vivais et je peux te dire que moi, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie qu'ils me respectent par la peur. C'est hors de question. Et j'ai beaucoup le cas encore avec cette grosse, enfin, avec le troisième, c'est qu'à un moment donné,
tu choisis entre avoir des rapports et dormir. Je te jure, c'est ça. Tu te dis, non, mais tu vois, tu te dis, il dort. Bon, les gars, c'est soit on a des rapports, soit je dors. Et clairement, tu es tellement fatigué que le choix est vite fait. Et ou alors, tu fais le choix de prendre une douche. Tu vois, tu ne peux pas tout faire à un moment donné. T'imagines si en plus tu dois te doucher et avoir des rapports, ça fait trop long, il va se réveiller entre-temps. Et, et en fait, ouais, moi franchement, j'ai mis plusieurs semaines, plusieurs mois même, j'ai pas honte de le dire, hein. J'ai mis plusieurs mois à me dire, ok. Et puis aussi, pareil, je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai subi, enfin, moi, je me suis arrachée naturellement, donc j'ai eu des points de suture. Et tu as peur. Moi, personnellement, ça a beau être mon troisième enfant, j'ai peur. Tu vois, j'ai même pas encore osé regarder avec un miroir à quoi ça ressemble. J'ose pas trop regarder. C'est violent quand même ce qu'on subit. Il y a un enfant qui passe par là, il y a des points de suture dans tous les sens, à l'intérieur, à l'extérieur. Et moi, personnellement, c'est un truc qui me fait peur. Passer à l'acte, ça me fait peur, tu vois. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour ça. Surtout si tu as subi, et la plupart quand même, il y en a peu qui subissent pas de déchirement et de l'épisio. Enfin, t'en as, c'est hyper violent, quoi. Elles peuvent même pas s'asseoir. T'ajoutes à ça les hémorroïdes. Moi, j'en ai pas eu pour mes deux premiers enfants. Je me retrouve avec des hémorroïdes en fin de grossesse pour mon troisième. Pareil, ça, tu penses que ça va s'arrêter, mais quand tu accouches, tu peux encore traîner ça pendant plusieurs semaines, tu vois. Et non, c'est assez violent. Moi, je compare souvent le postpartum à un chantier, tu vois. Ton corps est en chantier. Là, déjà, aujourd'hui, j'essaye de lui laisser du temps. Il vient de vivre un truc quand même plutôt violent. J'ai accouché sans péridurale, c'était violent. Tu vois, il a vécu des choses tellement fortes, le corps. Et j'allaite jour et nuit. Enfin, c'est hyper violent ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait. Donc, je lui laisse le temps. C'est-à-dire que là, je ne fais pas de régime. Je mange ce que je veux. Je ne fais pas de sport. Je ne fais rien. Je le laisse tranquille. J'essaie de lui donner de l'eau, de l'hydrater, mais ça ne va pas plus loin. Tu vois, je le laisse tranquille. Et je trouve pas forcément beau ce que je vois. Même, c'est pas laid, hein, mais je suis pas encore en harmonie avec mon corps. Hein. Je vais pas te mentir, euh, ça va, mais je suis pas en extase devant mon corps. C'est pas le corps dans lequel je me sens bien à 100%. Et je compte me reprendre le sport en septembre. Mais là, tout de suite, je lui fous la paix. Vraiment, je lui fous la paix. Déjà, il dort pas. Pierre, plus connu sous son pseudo Ma vie de papa gay, influenceur et papa de 3 girls. C'est vrai que souvent, quand on parle du postpartum, c'est aussi par rapport aux femmes qui accouchent, au niveau du chamboulement des hormones, etc. Donc, je ne voudrais pas m'approprier quelque chose qui ne m'appartient pas. Cependant, effectivement, dès l'instant, en fait, à la maternité, au moment où on est rentré dans notre chambre et que ça y est, l'accouchement avait eu lieu, on avait nos bébés, là, j'ai ressenti une profonde tristesse d'un coup. Je sais pas décrire pourquoi, mais c'était bizarre. Voilà, je me sentais triste. Je me suis dit, et en plus, je culpabilisais parce que je me disais, mais elle est où cette joie intense que je dois avoir à ce moment-là? Et en même temps, je l'avais, cette joie. Enfin, j'étais objectivement heureux, mais physiquement, j'avais une boule, tu vois. Et j'avais Romain, heureusement, mais en fait, j'ai peut-être un peu réalisé aussi ce qui se passait. Alors, autant au retour en France, j'aurais aimé peut-être être un peu plus seul, autant là, je me suis senti très seul. Tu vois, même, pourtant, j'avais Romain, mais j'aurais voulu avoir peut-être mes parents, mes sœurs, ma famille, mes amis, pour me soutenir peut-être à ce moment-là, à la maternité. C'est vrai que ça a été c'est un moment un peu compliqué. Puis je pense qu'il y avait aussi l'accumulation de la fatigue, la pression qui redescend. Il est où l'amour inconditionnel que je suis censé avoir là? C'est ce que je me suis dit, et c'est pour ça qu'il y a une petite culpabilité à me dire, mais objectivement, consciemment, je les aime déjà de tout cœur, mais au niveau de ressenti, bah là, concrètement, ce que je vois, c'est deux bébés de 2,5 kg que je viens de découvrir, quoi. En fait, enfin, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais en fait, chaque minute qui passait, plus j'avais cet amour qui arrivait. Quand on a donné le biberon pour la première fois, on a donné du lait maternel qu'elle nous avait donné. Et en fait,
même si bien sûr on ne fait pas un enfant pour les autres et tout, c'était presque un petit cérémonial, puisqu'en fait on était retourné dans la chambre avec la mère porteuse, il y avait aussi son mari, il y avait aussi ses enfants qui voulaient venir voir le bébé. Euh, et en fait, tout le monde nous regardait en train de donner le biberon et tout. Et là, j'ai eu l'impression qu'on nous reconnaissait en tant que père aussi. Et donc, là, quelque part, je me suis dit, même si, évidemment, je n'avais pas besoin de ça pour être père, je ne fais pas un enfant et je ne suis pas père pour les autres, je suis père pour mes enfants et pour moi-même. Mais quelque part, on a beau être conscient de ça, bah, voilà, de nous voir en train de donner le biberon et nous reconnaître en tant que ça, on se dit, bon, bah, voilà, on est papa, quoi. On a le droit à l'erreur, bien sûr, mais on est papa. Une maman qui souhaite rester anonyme, maman de 2 enfants. Alors le postpartum suite à l'accouchement, très, très proche de l'accouchement, non, clairement, avec un bébé comme ça, j'avais plus le temps de manger. Non, je mangeais plus. Enfin, vraiment, par moment, il y avait certaines journées où je prenais le premier truc que je mettais dans mon estomac, il était 15 heures. Donc c'était cool, hein. J'ai perdu tout le poids que j'avais pris en 3 semaines. En 5 semaines, j'avais perdu encore 3 kilos supplémentaires. Donc, tout le monde me dit « Waouh !» Comment t'as fait? Je ne dors pas. Comment t'as fait? Je ne dors pas, je ne mange pas et j'allaite. Voilà. C'est top. Ça, je le dis en rigolant un peu plus sur le tard à chaque fois que j'avais une femme qui me disait « Oh là là, mais comment t'as fait? Franchement, t'es toute mince, t'as un enfant, toi ?» Je dis « Ah oui, mais moi, j'ai un secret. Un bébé qui pleure H24, tu manges pas, tu dors pas, t'allaites, tu fonds, c'est nickel. » Clairement, je m'enfonçais dans la dépression postpartum de plus en plus. Moi, j'ai fait une dépression postpartum qui a duré à peu près 1 an et demi, je pense. Je pense que c'était depuis l'accouchement, en fait. C'est petit à petit, je me suis enfoncée et j'allais de moins en moins bien. Et voilà, tout un tas d'événements ont fait que ça s'est rajouté. Ma reprise du boulot qui ne s'est pas très bien passée. Parce qu'honnêtement, vu comment ça se passait mal avec mon fils, peut-être que certains trouveront ça horrible de dire ça, mais moi, j'avais hâte de reprendre le boulot. Juste pour avoir des journées où je n'entendais pas des cris, voilà, où j'avais pas quelqu'un constamment dans les bras Oui, avoir des conversations d'adultes. Ah. Et du coup, grosse désillusion encore une fois quand je suis retournée au travail parce que je m'attendais à retrouver mes collègues d'avant, voilà, et ça s'est pas passé comme ça non plus. Donc compliqué. Et ensuite, mon mari qui repart du coup 3 jours semaine à Paris, l'environnement de travail qui est toujours pas hyper sympa. Psychologiquement, c'était très dur. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas une journée où je ne pleurais pas, clairement. Et puis voilà, des remises en question permanentes, de la culpabilité, le couple qui en prend un sacré coup aussi. De la rancune, une certaine rancune, amertume qui s'installe un peu face au conjoint aussi. Parce que du coup, pour moi, ce que je voyais, c'est que 3 jours par semaine, lui, il a la paix. Il a que lui, il s'occupe que de lui, il s'en va et voilà, il n'a que lui à gérer et moi non. Moi, je suis toujours, du coup, toujours bloquée en tant que maman. Alors, mes parents m'aidaient beaucoup. Quand même, effectivement, parce qu'ils habitent pas loin, donc ils pouvaient venir m'aider un petit peu. Par exemple, quand mon mari était en déplacement, des fois ma mère venait passer la soirée avec moi, comme ça, elle pouvait s'occuper de mon fils pendant que je mangeais, par exemple, ou j'allais prendre une douche, voilà. Des trucs aussi basiques que ça. Donc ça aide bien. Honnêtement, depuis un moment, on avait retrouvé pour avoir du temps pour nous, du temps. Voilà, si j'ai envie de sortir avec mes copines, j'allais sortir avec mes copines et mon mari s'occupait de notre fils. Il n'y avait pas de souci. Mes parents prenaient mon fils aussi de temps en temps le week-end pour que nous, on ait un week-end en amoureux. Donc oui, on s'autorise ça. Après, je sais que tout le monde n'ose pas. Il y a des parents qui n'osent pas laisser leur enfant, puis il y a des parents qui ne peuvent pas, malheureusement, qui n'ont pas de personnes à qui confier leurs enfants. Nous, du coup, ce n'est pas notre cas, donc on a cette chance et on se l'autorise. Oui, moi, j'ai besoin aussi de temps seul, sans enfant. J'en ai besoin. Voilà. Et si on s'oblige à rester avec eux
pour rester avec eux parce que c'est ce qu'il faut, entre guillemets. Mais du coup, ensuite, on leur en veut presque parce que Ouais. oui, c'est pas bon non plus. Donc, effectivement, il vaut mieux s'autoriser de temps en temps un peu de temps pour penser à soi, pour mieux ensuite s'occuper d'eux derrière. Oui, non, je pense que vraiment, effectivement, pour résumer, c'est pour le meilleur postpartum possible, c'est faut avoir du soutien, de l'aide de sa conjointe, ses parents, ses amis, oser demander, oser dire quand ça ne va pas, anticiper pour les repas. Ça, on le retient. On le retient, c'est très important. Voire mettre sur sa liste de naissance des livraisons de repas. Moi, j'ai fait ça aussi pour le deuxième. Sur Bordeaux, il y a un service qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Plutôt que de recevoir un énième doudou. Ouais, on pense passer aux cadeaux, tu sais, pour les parents. Oui. Moi, du coup, je fais ça. Je fais un cadeau. Souvent, je fais un cadeau pour le bébé et un cadeau pour la maman, genre un massage ou un truc. Yesta, ancienne candidate de Koh Lanta, influenceuse et maman de 2 enfants. Du coup, je me suis retrouvée avec, je dirais, 15 kilos vraiment qui ne partaient pas. Et là, je me suis rendu compte quand Juliane a eu 7 mois qu'il fallait que j'agisse, qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que ça ne partirait pas seul et que mine de rien, alors je ne voulais pas me mettre la pression dès le début, pas dès l'accouchement, ni dès la grossesse parce qu'il ne faut pas oublier quand même que tu t'es pas mis la pression. Tu te fais une grossesse, tu accouches. Non, mais ton corps est en construction, quoi, clairement, est en chantier. De nos jours, avec les réseaux sociaux, tu as la pression du postpartum parce que tu as l'impression qu'il faut vite montrer au plus vite que tu as retrouvé ton corps de rêve, que 2 mois après l'accouchement, il faut limite qu'on pense que tu n'as jamais eu d'enfant. Tu as limite cette pression-là sur les réseaux sociaux. Tu as cette pression oui, il ne faut pas se laisser aller, il faut quand même continuer à se maquiller, à s'apprêter, à se faire jolie. Tu n'as pas envie d'être dans le cliché de la vieille daronne là, qui prend plus soin d'elle. Voilà. Après, tu as la pression au travail aussi, il faut que tu reprennes rapidement. Il faut que quoi. Voilà, il faut que ta maison elle soit tenue, il faut que tu continues en même temps à avoir des moments privilégiés dans ton couple pour pas laisser aller aussi ton couple. Et en fait, tu as l'impression qu'il faut que tu sois partout. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut être honnête. C'est pas possible d'être partout. Tu pètes un plomb. Tu peux pas avoir toute cette pression. Et en plus, te rajouter à toute la liste, il faut que je fasse attention à ce que je mange et il faut que je fasse du sport. À un moment donné, non, on est quand même des êtres humains tranquilles, quoi. On vient de créer des os, on vient de créer des yeux, des ongles. On a donné naissance à un autre être humain, donc on peut pas se mettre... Oui, non, mais c'est quand j'y pense, tu sais, parfois j'ai des moments où je me dis putain, c'est un être humain. Ouais. Ouais, non, mais moi, je me souviens des fois, quand Juliane était tout petit, je me disais, non, mais là, j'ai créé un futur père de famille, un homme, quoi. Je me dis, c'est incroyable, quoi. Mais bon, et c'est vrai que du coup, j'ai mis quelques mois quand même à me pencher sur mon poids parce que c'était pas du tout le moment au début. Mais forcément, évidemment, le postpartum, ça, psychologiquement, ça nous fait quand même du bien de se ressentir belle, de retrouver quand même son corps, quoi. C'est un peu notre but, même s'il ne faut pas se précipiter dessus. Mais moi, je vais être honnête, tant que j'avais toujours ces énormes kilos, parce que 15 kilos, c'est quand même énorme quand tu n'es pas habitué à avoir ce corps-là, tant que j'avais ces kilos-là, je n'étais pas épanouie. Honnêtement, j'avais ce truc-là où je ne me sentais pas bien dans mon corps. Pas bien Non, j'avais perdu confiance en moi, quoi. Et donc forcément, il a fallu faire quelque chose. Et donc, je m'y suis mis au taquet. Au début, c'était pas du tout le sport, c'était vraiment la nutrition. Ouais, c'était la nutrition parce que c'est quand même moi, c'était ça mon gros point noir, c'était que je mangeais très mal. Et donc, sauf que je suis une très grande gourmande et donc il a fallu que je trouve des alternatives à des recettes qui me donnent envie et qui me fassent plaisir. Et parce que clairement, faire une salade de concombre avec un blanc de poulet tous les soirs, c'était pas possible. Moi, je peux pas faire des régimes, je peux pas faire des choses comme ça. Oui, c'est réaliste, quoi. Il faut que ce soit réaliste. Ouais. En fait, il fallait quelque chose qui dure sur la durée, parce qu'évidemment, on peut faire des régimes drastiques pour perdre rapidement, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas tenir sur la durée. Et en fait, c'était pas le but. 15 kilos, tu peux pas les perdre en
en faisant ça, parce qu'au bout d'un moment, tu pètes forcément un plomb. On est tous des êtres humains et on ne peut pas tenir ça sur la durée. Donc, du coup, je me suis vraiment penchée sur le sujet pour trouver pour me créer des petites recettes, des petites alternatives, des choses qui me font plaisir, qui soient gourmands, mais en même temps qui restent légers. Par exemple, je suis une grande fan de lasagne. Du coup, je me suis dit, il faut trouver une alternative aux lasagnes. Donc, je vais trouver une alternative aux pâtes. J'avais fait avec des lamelles de courgettes. Le steak haché, j'ai pris du steak haché 5%. À la place de la béchamel, j'avais mis de la crème 4%. Et après, coulis de tomates classique, un tout petit peu de fromage râpé et des oignons, de l'ail, etc. Mais finalement, c'était plus du tout des lasagnes, mais c'était quelque chose qui me faisait penser à mon plat de lasagne, qui ressemblait et qui était délicieux, quoi. Et en fait, j'ai commencé à faire ça un petit peu avec toutes les recettes que j'aimais au quotidien, à trouver que des alternatives pour les rendre saines, pour les rendre équilibrées, pour les rendre light. Ouais, en fait, à switcher, en fait, c'est sur 2-3 items, comme ça, tu switches. Voilà. Et en fait, du coup, ça rend le plat beaucoup moins calorique. Exactement. Ça fait grand-chose. Et clairement, en fait, sur les réseaux, comment ça a commencé, les gens ont commencé à voir que j'ai perdu beaucoup de poids. Et donc, forcément, beaucoup de messages me demandant, mais comment tu as fait? Comment ça se fait que là, tu as perdu autant de poids alors que tu avais pris 28 kilos? Tout le monde a très bien vu que j'étais devenue, Yesta avait mangé Yesta, quoi. Et donc, du coup, évidemment, ça a suscité beaucoup de questions. Donc, je me suis dit, je vais partager 2-3 recettes. Je partage 2-3 recettes et là, il y avait un fort engouement. Beaucoup de personnes me disaient, mais waouh, génial, j'ai adoré ta recette. Est-ce que tu peux nous en donner d'autres, s'il te plaît? Est-ce que tu as d'autres idées? Et en fait, j'ai compris que j'étais pas la seule à être entre guillemets en détresse par rapport à ça et à être à court d'idées parfois et à avoir envie de manger sainement et à vouloir trouver des alternatives, etc. Et donc, du coup, j'ai créé un Instagram dédié à ces recettes-là en me disant, voilà, au bout d'un moment, il n'y a pas tout le monde qui est intéressé forcément à regarder des recettes saines et équilibrées. Donc, je vais rassembler ces personnes-là sur un compte Instagram à part. Et j'ai eu énormément de monde qui m'ont suivi sur ce compte très rapidement. Ils ont vu vraiment toute cette évolution de prise de poids et toute cette évolution de perte de poids. Et donc, forcément, ça les a intéressés. Et donc, par la suite, évidemment, avec ce compte Instagram qui a cartonné, avec toute cette demande, j'ai les éditions Hachette qui m'ont contacté du coup pour écrire ce premier livre, Yes Tatouille, qui a très, très bien marché. Donc, du coup, forcément, ils m'ont demandé d'écrire un deuxième livre, Yes Tatouille. Et donc là, il va sortir d'ici un mois. Et en plus, c'est ouf parce que c'est des recettes, tu vois, c'est pas relou à faire. Enfin, je veux dire, c'est un truc que tu peux faire vraiment avec ce que tu as. Mais en fait, c'est ça le principe, c'est que moi, je ne suis pas du tout une cuisinière, je n'ai pas de formation c'est tchic-tchac, quoi. C'est je totalement suis vraiment la réalisable. ménagère, je suis Madame Tout le Monde, la ménagère. Moi-même, des fois, je vois plein de recettes qui ont l'air très bonnes à la télé, etc. Mais à chaque fois, il faut des ingrédients farfelus. Donc, à chaque fois, je me démoralise et je les achète jamais, finalement. Et là, en fait, oui, c'est vraiment le principe. C'est vraiment la mère de famille qui veut faire des fois des gros plats pour un petit peu tout le monde. Parce que Benoît aussi, du coup, en a mangé. Les enfants aussi, bon, même si des fois, je vais pas mentir, ils aiment pas. Hein. Quand il y a trop de légumes, ça marche pas à tous les coups, faut pas rêver. Mais voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est rapide, c'est simple et c'est avec des ingrédients du quotidien. Dans mon idée, je sais pas pourquoi je m'étais fixé ça, il fallait que je perde mes kilos et une fois que j'avais perdu mes kilos, j'allais me tonifier. Psychologiquement, quand même, de faire attention à son alimentation, c'est quand même très prenant et je trouve que si en plus de ça, on rajoute du sport et qu'en plus de ça, on a une vie de famille, en plus de ça, on travaille, je trouve qu'à un moment donné, c'est beaucoup de charge mentale. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je voulais attendre de finir un truc et après, j'allais me mettre à l'autre. Et donc, c'était pour ça qu'après, je m'étais mis à la course et au sport pour tonifier tout ça parce que malgré que tu perdes tes kilos de grossesse, évidemment, ton corps, il a des marques, il a des traces. Donc, il fallait quand même tonifier tout ça au bout d'un moment. Et en fait, le fait d'avoir inclus des exercices de sport, c'est vraiment par rapport à la demande que j'ai eue pour le Yes Tatouille 1. J'ai vraiment écouté les retours que les personnes m'ont fait. Et il y a beaucoup de personnes finalement qui sont assez démunies par rapport aux activités sportives, par rapport à tout ça. Ils savent pas, ils n'y arrivent pas, ils sont perdus avec tout ce qu'on propose, tout ce qui se fait de nos jours. Et je voulais quelque chose. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes qui font des programmes, des challenges avec des jours. Jour 1, jour 2, jour 3, etc.
Et alors, je trouve que c'est sympa, mais personnellement, je ne suis pas pour du tout. Je vais expliquer pourquoi, parce que je trouve qu'à partir du moment où il y a un début et il y a une fin, c'est que ça ne peut pas être un résultat dans la durée. C'est toujours ton truc, en fait. C'est ça ton truc, toi, c'est dans la durée. Voilà, exactement. En fait, c'est surtout changer sa façon de s'alimenter plutôt que de faire quelque chose sur une durée limitée. Pour moi, vraiment, mais vraiment, je le pense sincèrement, à partir du moment où il y a un début, il y a une fin, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, du coup, c'était pas... je voulais faire quelque chose de totalement différent des programmes qui existent actuellement. Donc, proposer des recettes. Donc, dans le premier Essatou, il y en avait 65, il me semble. Et là, il y en a 55. Donc, voilà, proposer des recettes. Les gens, ils font les recettes quand ils ont envie de faire les recettes. Ils mangent cette recette-là. S'ils veulent la manger le midi, ils la mangent le midi. S'ils veulent la manger le soir, ils mangent le soir. Ils font comme ils veulent. Et par contre, proposer en plus, donc, c'est Benoît qui a fait cette partie-là, la partie du sport. Parce que Benoît, il s'y connaît nettement mieux que moi. Il a été en centre de formation. Il a été en équipe de foot. Il a gagné Koh-Lanta, il a un passé de sportif de haut niveau. Et en fait, reprendre vraiment les bases du sport avec des exercices pour que les gens, voilà, si jamais ils ont envie de compléter avec un peu de cardio, ils voient, hop, je peux faire ça. S'ils veulent compléter avec un peu de ça, ils peuvent faire ça, Mais sans cette obligation de faire le jour 1, tu dois faire ça, le jour 2, tu dois faire ça. Voilà, c'est juste en plus pour aider les gens qui s'y connaissent pas et voilà, qui veulent et l'intégrer en fait à leur vie au quotidien. Voilà, exactement. Et évidemment, le fait de retrouver un corps qui me plaît, de retrouver le corps que j'avais avant, même si on ne retrouve pas forcément son corps d'avant, un corps qui nous plaît, un corps dans lequel on se sent bien, et bien forcément, ça fait partie de ça, quoi, et du processus pour se sentir pleinement épanoui, même dans son rôle de mère et dans son rôle de femme. C'était difficile parce qu'il y a tout ce qu'il y a à côté, quoi. Bien sûr. Et voilà, alors évidemment, même si tu as envie de manger sainement, là, si tu n'as pas le temps, si ton enfant il est en crise, si tu dois faire ci, si tu dois faire ça, et que tu es vraiment, t'as pas le temps de cuisiner ou t'as pas eu le temps de faire les courses, etc. Des fois, tu peux pas faire exactement comme tu veux. Pareil, si tu veux aller faire du sport, tu as prévu que tu allais courir parce que tu as fait un week-end avec beaucoup d'excès. Si ce soir-là, malheureusement, il y a des couacs, il y a des choses qui vont pas, etc. Tu te mets de côté. Forcément, tu n'es plus la priorité. Ça, c'est certain, c'est ton enfant la priorité. Mais il faut réussir dès que tu as un petit moment qui se libère, à pouvoir prendre ce créneau-là pour prendre soin de soi, quoi. Ça fait partie du bien-être psychologique et je pense que sans ça, on ne peut pas être pleinement épanoui même en tant que maman. Et avant de passer à la suite de ce podcast, j'aimerais remercier le laboratoire Galia pour son soutien. Nous partageons des valeurs communes et il me semble important de préciser que, depuis plus de 50 ans, les équipes de sages-femmes et nutritionnistes du laboratoire Galia s'inspirent du miracle du lait maternel pour accompagner votre bébé au quotidien et répondre à ses besoins nutritionnels spécifiques avec des formules contenant des ingrédients naturellement présents dans le lait maternel. Le laboratoire Galia propose une gamme complète de solutions adaptées afin de nourrir votre bébé selon son histoire, la vôtre. Avec le laboratoire Galia, retrouvez Calisma Bio 2, alliant expertise et exigence de l'agriculture biologique, mais également la gamme Bébé Expert pour répondre à des besoins plus spécifiques. Laboratoire Galia, votre histoire, notre expertise. L'instinct maternel, un faux ou un tox ? Delphine Marek, auteure, artiste et maman de 2 kids. Je pense qu'il peut se passer quelque chose de très très fort. Il y a autant d'exemples que de mamans. Je pense qu'il y a des mamans, elles sont à la maternité avec le bébé dans les bras et pouf, elles savent déjà quoi faire, elles sont déjà à l'aise, elles ont peur de rien. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de s'apprivoiser et ça va venir tout doucement. Il y en a peut-être d'autres qui vont avoir un rejet total, qui vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais tout ça me fait très très peur et puis il faut que je prenne soin de lui et il est dans ma responsabilité et puis finalement ça mettra du temps. » Je pense que tout existe et que tout est ok, que plus on est informé, mieux c'est. Mais bon, l'instinct, hein, tu vois, l'instinct c'est un truc animal de toute façon, donc je pense qu'il faut pas s'offusquer. Si tu le sens pas ou que tu l'as pas, ben c'est pas grave. Pour moi c'est une histoire de boutons et de cases, tu vois, genre est-ce que la lumière va s'allumer au moment où tu vas accoucher ou pas? Est-ce que cet instinct il va pouf se réveiller, il était là endormi, il attendait qu'à éclore et ça y est, ou alors pas du tout, il va prendre du temps pour se construire. Mais on peut pas le forcer de toute façon, cet instinct. Ce qu'on peut forcer entre guillemets, c'est l'apprentissage, notre propre éducation, notre niveau d'information
sur les choses du postpartum, du bébé, de nous, ce qu'on ressent, être accompagné aussi. Ça, on peut le travailler. Mais cet instinct, je pense que c'est comme, tu vois, tout à l'heure, on parlait du baby blues et de la dépression aussi. Je pense que ces choses-là, elles te tombent dessus ou pas. Et en fait, on peut que réagir face à une situation, mais on peut pas l'anticiper. Moi, je suis pas sûre de l'avoir eu. Je sais pas. Non, je me sentais... En fait, si, j'ai ressenti un amour immédiat. Ça, oui. Parce que finalement, l'instinct maternel, c'est quoi? Est-ce que c'est l'amour qu'on ressent pour son enfant ou est-ce que c'est les compétences qui sont presque innées, qu'on n'a pas besoin de développer et qu'on a envers son enfant? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? On sait pas. Je pense que la définition, elle est très personnelle. Moi, je pense que un amour maternel inné, je l'ai eu quand ils sont nés, les deux, tout de suite. En revanche, au niveau des compétences, non, j'étais perdue et j'avais l'impression que tout le monde faisait mieux que moi. Et j'ai laissé mes enfants très tôt. Je les ai confiés très tôt, une nuit, une après-midi, alors que d'autres mères seraient farouchement collées à leurs petits. Moi, je les ai confiés. Aaron, par exemple, je suis partie en week-end, il avait 2 mois. Ça peut sembler très très tôt pour partir 2 nuits en plus. 2 nuits, je suis partie. J'en avais besoin parce qu'il pleurait... Non, on était avec des amis. C'était un week-end genre entre amis, avec leur papa et des amis de notre cercle d'amis. Et voilà, et on était... tout le monde n'avait pas d'enfants dans le groupe. Et du coup, il y avait un week-end qui s'était organisé. Nous, on avait confié à Aaron à ses grands-parents. Et moi, j'étais soulagée parce que c'était une période où il pleurait beaucoup. Il était en plein dans son reflux. J'avais essayé plein de lait. On était à l'époque polysilane, lait épaissi, les tétines qu'on perce, et tout. Des nuits difficiles, des journées difficiles. Et du coup, de me dire, ok, je vais avoir 2 nuits dans le silence, c'était un soulagement pour moi. Et du coup, j'avais pas du tout l'impression de l'abandonner. Je me disais, moi, je vais recharger mes batteries. Lui, peut-être qu'il ressentira pas mon énervement non plus pendant quelques temps. Il va être avec ses grands-parents qui n'ont pas l'occasion de l'avoir comme ça, donc ils vont être ravis et sûrement très zen et sûrement tout ça. Donc j'étais contente, mais j'avais conscience que c'était assez tôt pour d'autres mamans, ça aurait été impensable. Moi, ça m'a pas du tout dérangée. Et voilà, je le confiais facilement parce que je me disais, je me débrouille mal, je dois lui transmettre ma nervosité, je sais pas comment faire. Ma belle-mère, parfois, quand il pleurait, je savais pas comment le gérer, je le mettais dans les bras de ma belle-mère. Et je me disais, au moins, il est bien. Parce qu'elle avait l'air sûre d'elle, elle avait l'air bien et tout, et je me disais, il est mieux dans ses bras. Mais tu te sentais pas à la hauteur, pas comme une bonne mère Oui, oui, je sentais que j'avais pas encore les compétences, j'étais pas sûre de moi en fait. Je me disais, je l'avais dans les bras et je me disais, est-ce que je le berce bien? Est-ce qu'il est bien là? Et puis du coup, je paniquais, tu vois, c'était un peu cocotte minute. Plus il pleurait, et plus je me disais, donc là non, je sais pas du tout m'y prendre, ça va pas, il est pas bien. Et du coup, je préférais qu'il soit dans d'autres bras qui le géraient mieux que les miens. Et je me levais pas beaucoup la nuit, par exemple. Il y a une période où je sentais bien que j'arrivais pas et j'avais l'impression qu'il se calmait pas avec moi. Et que du coup, je m'en voulais et c'était un peu un cercle vicieux, pas agréable. Et du coup, son papa se levait la nuit, il berçait beaucoup et lui était patient. Il s'offusquait pas. Je pense que c'est une histoire d'ego aussi. Moi, mon bébé qui pleurait dans mes bras, je le prenais mal. Je me disais, je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à le calmer. Alors que son père, il s'en fichait, il pouvait bercer 2 heures en regardant le mur, fixement, comme ça, sans s'arrêter. Et puis au bout d'un moment, il s'arrêtait de pleurer. Et ce qui me manquait, c'était la confiance. Et elle est venue après. Donc, pour Neva, je l'avais. Neva, je l'ai gardée dans mes bras des heures. Et j'avais plus aucun doute sur mes compétences en tant que maman. Okay. Sur le sujet de l'instinct maternel, moi, l'amour est né tout de suite. C'était mon enfant, je l'aimais. J'avais tout de suite un instinct de protection et envie de bien faire. Mais en revanche, au niveau des compétences, très très peu sûre de moi. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur et du coup du mal à prendre ma place en tant que maman parce que peur de mal faire. La métamorphose maternelle. La vraie métamorphose pour moi,
ça n'a rien à voir finalement avec tout le côté logistique et tout ça. C'est vraiment... En fait, c'est même pas dans la matière. C'est de se dire que pour toujours, on a quelqu'un avec nous, dans nos pensées, dans notre cœur, qui nous accompagne tout le temps et qui nous inquiétera tout le temps, toute notre vie. Pas forcément que des inquiétudes, hein, mais qui est au cœur de nos préoccupations. Tout le temps, toute la vie. Ça, c'est la première chose que j'ai ressentie en sortant de la maternité, en allant faire mes courses, en reprenant le travail, en allant me coucher le soir. C'est fini. Maintenant, il y a quelqu'un de plus important que tout le reste, plus important que même que mes parents, que mes frères et sœurs, que l'homme que j'aime. Enfin, tu vois, ça dépasse tout, en fait, ton enfant. Et plus jamais je serai tranquille. Mais je le dis pas dans un sens négatif, hein, mais plus jamais... Il y a une insouciance qui s'envole parce qu'on a la vie de quelqu'un d'autre entre nos mains et surtout, on veut le bonheur de cette personne parce que là, c'est un bébé, là, c'est un enfant. Mais à l'échelle d'une vie, il va être adulte, hein, beaucoup plus qu'il n'aura été enfant et bébé. Et on veut juste qu'il soit heureux, finalement. On a envie qu'il ait une belle vie et qu'il soit heureux et qu'il ait des bonnes bases et qu'il soit équilibré. Et puis de toute façon, c'est un projet impossible parce qu'il aura des névroses comme tout le monde et il nous en voudra comme tout le monde. Mais oui, il y a cette responsabilité-là de se dire, ok, je serai plus jamais la même parce que maintenant, je m'inquiète pour quelqu'un et je veux que ce quelqu'un aille bien et... Oui, il est dans mes pensées tout le temps, en fait. Le rôle de maman est venu s'ajouter à toute la complexité de mon être. Et que je suis Delphine, je suis une femme, je suis une amoureuse, je suis une artiste, tu vois, je suis plein de choses. Et je suis aussi maman. Et pour moi, mes enfants sont venus rajouter cette corde à mon arc. Mais je me suis sentie quand même... J'ai l'impression d'être la même personne. J'ai l'impression d'être très connectée à celle que j'étais quand j'avais 16 ans, par exemple. Toujours aujourd'hui, je repense souvent à la Delphine que j'étais quand j'avais 16 ans et à tous ses rêves et à toutes ses aspirations. Et je trouve que quand on vieillit, on peut devenir un peu matérialiste, un peu superficiel. Moi, je me souviens qu'à 16 ans, j'ai regardé le film American Beauty et il m'a mis une claque d'enfer qui est restée toute ma vie. Et en fait, le couple des parents... Ils sont tous en crise dans American Beauty. Et le couple des parents, c'est des quadras. Et puis, elle est devenue complètement obsédée par la décoration de sa maison, par à quel point ses roses sont rouges. Il faut qu'elles soient aussi belles que celles du voisin. Et son canapé, qui en soit italienne et machin. Et lui, il pète un câble, le père. Et il lui dit, oui, c'est pas important, c'est devenu plus important que les gens, c'est devenu plus important que la vie et tout ça. Et ce film, pour moi, c'était la référence de tout. Je voulais surtout pas vieillir comme la maman de American Beauty et je voulais rester toujours dans les émotions, le réel, les gens, les rencontres, le vrai, le partage, enfin tout ce qui est immatériel finalement. Et même si j'adore les belles choses et que je décore ma maison en plus. Hein. Mais c'est super important pour moi. Et tout ça pour dire que j'essaye de toujours rester connectée à celle que j'étais avant et j'ai pas envie de me perdre et j'ai pas envie de switcher, tu sais, genre ça y est, je suis maman et pouf, ça y est, on a perdu Delphine. On a perdu Delphine qui aime faire des balades d'1 heure au soleil en écoutant de la musique dans Paris. Genre, je pense que même maman, j'ai toujours aimé faire ça. Et alors, le problème, c'est que quand on devient maman, le planning est amputé, le planning est revu et on n'a plus la même liberté. Donc, on doit renoncer à certaines choses, mais pour moi, on y renonce pour des raisons d'organisation qui sont temporaires. On doit y revenir et on finira par y revenir et on aura besoin d'y revenir. Il n'y a pas eu la naissance d'une nouvelle Delphine avec la naissance de mon enfant. Il y a eu la naissance de ma partie maman, oui, de ce truc en plus, cet aspect en plus de ma vie, mais pas de mon être. Je suis restée la même personne. J'ai un côté quand même un peu sauvage et un peu timide. Alors moi, je suis nulle en small talk, je parle jamais aux gens dans la rue, je ne regarde pas les gens dans le bus, enfin tu vois genre... et quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte à quel point le contact était facile avec les gens, parce que les enfants, ils créent un lien, tu sais, les gens regardent et du coup t'échanges un sourire et tu dis bonjour à quelqu'un que tu connais pas dans le bus. En l'occurrence, j'avais écrit un article dessus à l'époque sur mon blog. Et je m'étais rendu compte à quel point les enfants, ils nous aidaient à nous ancrer dans nos rapports humains.
et nous ouvrir aux autres. Et pour moi qui étais assez sauvage, ça c'est quelque chose qu'ils ont changé, effectivement. Et aussi on se reconnaît entre parents. Tu sais, c'est pareil au parc ou dans la rue, quand tu vois un enfant qui fait une colère, on échange un regard complice, genre courage. Genre on sait ce que c'est, tu vois. Et ça, ouais, moi ils m'ont ouverte aux autres. Mes enfants là-dessus, ils m'ont changé et je me suis surprise à me sentir plus connectée aux autres humains depuis que j'avais des enfants. Ça, pour le coup, c'est vrai qu'ils ont quand même métamorphosé quelque chose. Ouais, c'est quand même une métamorphose, en fait. Quand on analyse bien. Je pense qu'on peut clôturer la partie des témoignages de parents avec un extrait du roman La couleur du miel, lu par l'auteure elle-même, Delphine Maharec, qui m'a fait le plaisir de lire des extraits de son livre exclusivement pour toi et tout au long de cette série. Je suis sortie, le soleil brillait fort, j'ai marché, sans m'arrêter. J'ai traversé Paris et tous les jolis ponts. J'étais seule pour la première fois depuis 10 mois en fait. Sans elle, j'avais l'impression qu'il me manquait un bras. Je me suis assise en terrasse. Jamais j'aurais cru pouvoir faire ça. J'ai attendu. J'ai regardé les touristes avec leurs enfants grands. C'est dingue. Ils ont survécu alors, tous ces parents. Et ces enfants. Ça passe tout ce bordel, ça finit par s'arranger. La mienne se tortille dans tous les sens, pleure beaucoup, dort très peu. Mais alors, elle va finir par grandir, aller mieux. Et je la verrai courir devant les bouquinistes et manger une glace chez Bertillon. Si seulement ça pouvait passer. Je voudrais savoir qu'elle va bien quand même, qu'elle est heureuse avec nous, que je fais du bon boulot. Est-ce que je fais du bon boulot? C'est quoi une bonne mère? Ce que la Dream Team professionnelle nous dit. Karine, CEO de Quantique Mama, ancienne sage-femme, doula, podcasteuse et co-CEO de l'école Quantique. Moi, je dis que le postpartum, ça dure toute la vie, mais que les 2 premières années, c'est vraiment comme une matrescence là, de reconstruction identitaire. Puis même, mon fils, il a 3 ans, puis comme, là, je me sens là, comme à nouveau comme, OK, je suis en train de reconnecter, mais attends, là, on ne se remet pas comme ça, là. Emrys, en plus, nous, on l'a enfanté toute seule, en famille. Donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait à ce moment-là. C'est pas que je voulais pas de sage-femme à ce moment-là. C'est pas que je pense que c'est ça que tout le monde doit faire. C'est ça que nous, on a fait pour ce bébé-là. Et moi, d'aller toucher à ça, là, d'accoucher toute seule. C'est-à-dire accoucher toute seule, c'est-à-dire, Karine? J'étais toute seule avec mon chéri puis mes 3 enfants. Vous étiez ensemble, il n'y avait personne d'autre? J'avais une doula pour ma fille Emma, qui avait à l'époque 6 ans. Ouais. Fait qu'on l'a fait accompagner parce que son frère était malade, puis sa grande sœur, elle avait elle-même à se gérer, là, tu sais. Fait qu'on avait une doula qui a fait manger les enfants, mais elle n'a aucune connaissance médicale, là, tu sais. Donc, on a vraiment accouché toute seule. Et pour moi, dans le fait d'avoir un enfant malade qui allait bientôt mourir, mais je ne savais pas à l'époque, ça m'a là, comme vraiment fragmentée. J'ai dû me reconstruire, faire comme « holy shit, je suis capable de ça. » là. Puis là, comme « qui suis-je? Qui suis-je? » Puis tu vois, ben c'est ça, comme il s'est passé tellement de choses, j'ai changé le nom de mon blog, je suis devenue Quantique Mama, j'ai créé éventuellement, bon, Sévan est parti, mais on est déménagé au Costa. Une des raisons pourquoi on a déménagé au Costa, c'est aussi le fait que j'avais accouché toute seule, puis que depuis toujours, c'était mon rêve de le faire. Puis là, j'avais tellement touché à l'infini de ma puissance qu'il y avait juste quelques mois, puis j'ai dit, ben pourquoi on n'y va pas? Comme, on a juste à y aller si c'est ça notre rêve. Pourquoi on résiste à nos rêves? Il faut vivre nos rêves, comme allons-y. Et donc, Anna Roy, elle a tout à fait raison. Là, ça prend au moins 3 ans, mais moi, je pense que, en réalité, ça prend toute ta vie. Là. Puis ça recommence à chaque enfant.
que moi, je ne suis pas la même mère que j'étais pour 3 enfants, 4 enfants, puis là, maintenant, 4 enfants, mais un qui est mort. C'est comme, à chaque fois, comme que tu apprennes à te redécouvrir. Tu sais, les 42 premiers jours, c'est vraiment une période très, très... c'est comme la plasticité cérébrale de la famille, là, tu sais, elle est exponentielle. Donc, potentiellement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent là, tu sais. Et si la femme, elle est soutenue, que la famille vit un postnatal honoré les 42 premiers jours, en médecine chinoise, on dit qu'on optimise la santé de la femme et de la famille pour les 42 prochaines années. Et tu sais, tu vois comment le postnatal est sous-estimé, banalisé, etc. dans nos sociétés et à quel point le taux de maladies auto-immunes dans les 5 premières années de l'enfance chez les femmes est en augmentation continue. Donc, les taux de sclérose en plaques, de maladies auto-immunes vraiment bizarres qu'on n'arrive pas à diagnostiquer, déclenchés parce qu'elles ne se sont pas reposées. Pas que, OK, il y a toutes sortes de facteurs qui activent une maladie auto-immune. Mais cette période de 42 jours, elle est, à mes yeux, critique. Il faut la respecter pour mettre toutes les chances de son côté, qu'on puisse être la mère de cet enfant-là pour les 42 prochaines années de sa vie en étant en santé. Et donc, moi, quand je regarde le partenaire ou la partenaire, puis je lui dis, tu sais, comment qu'on va mettre tout en place là, pour les 42 premiers jours pour qu'elle soit en forme puis qu'elle ne s'active pas une sclérose en plaques ou whatever là, qui est peut-être latent puis qu'on ne sait pas. Et je peux te dire là, que ça y va par là, hein, puis qu'elle reste au lit, puis qu'elle est traitée comme une reine, puis allez, Unisteam, ma chérie, puis qu'est-ce que tu veux, puis à ton service. Parce que le fait est que quand une femme se repose, puis qu'elle est honorée dans son tissage postnatal des 6 premières semaines, quand elle arrive à sa 7e semaine, puis qu'elle se relève dans les mois qui suivent, she's a fucking goddess. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de femmes qui ont fait des dépressions postpartum. Moi, j'ai été chanceuse parce que je ne considère pas que j'en ai fait. Cela dit, c'est sûr que